m'appelle Laura Cagnon-Genevois, je suis aujourd'hui la fondatrice de Mon Job de Sens. Et mon engagement a commencé en 2004, où j'ai eu un déclic. J'étais étudiante à l'époque et il n'y avait pas encore vraiment de formation qui existait autour du développement durable. J'étais pas une scientifique particulièrement, donc je me voyais pas prendre des études en microbiologie ou voilà, un métier vraiment environnement côté sciences de la chose. Donc je suis restée sur une formation assez généraliste, j'ai fait LEA, langues étrangères appliquées, et puis après je suis partie dans une école de commerce parce que je me suis dit j'ai besoin d'apprendre des outils. Dans une école de commerce, pour ceux qui n'en ont pas fait, sachant en tout cas qu'on apprend tout sauf à vendre. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est de la gestion, de l'organisation, communiquer, gérer un budget, une équipe. Voilà. Donc j'étais partie chercher des outils, surtout que quand j'ai commencé à m'intéresser aux écoles, j'ai découvert qu'il y en avait une qui avait des cours et des conférences sur le développement durable. Et du coup, pas scientifique, sur le côté généraliste dont je vous parlais. Et j'ai découvert que cette école, elle était à Marseille, et moi je suis marseillaise. Donc je me suis dit, c'est génial, en plus c'est un signe, j'y vais. Donc je suis rentrée dans cette école, sauf que j'ai découvert qu'au-delà des conférences et des cours, des quelques cours, en termes de fonctionnement, c'était assez bidon. Aujourd'hui, cette école, elle est dans le parc national des Calanques de Marseille, mais à l'époque, c'était pas encore un parc national, donc ils avaient encore moins la motivation, ce qui leur poussait pour essayer d'avoir une organisation assez vertueuse. Donc je me suis retroussée les manches, j'ai motivé d'autres étudiants à me rejoindre et on a travaillé sur les questions de tri sélectif, d'énergie, la gestion de l'eau, essayer de faire covoiturer les étudiants. Et c'est comme ça qu'on a monté Campus Durable, un projet qui existe toujours. Et au bout de 5 ans, on avait réussi à installer 300 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits. Ça voulait dire motiver l'administration à se dire que ça pouvait être dans leur intérêt, à bosser avec les services techniques. Enfin bon, d'un point de vue pédagogique, en plus, c'était hyper intéressant, hyper formateur. Et pour essayer de mettre tout le monde dans le bain, ça a commencé à... Si vous, du coup, vous êtes intéressé par ces questions, vous voulez savoir ce que c'est qu'au quotidien, avoir avec des personnes qui n'en ont pas forcément grand-chose à faire, et d'essayer de les motiver. Donc ça, c'était le début. Après, j'ai bossé pendant 2 ans en tant que responsable du développement durable dans une boîte hyper écolo, qui fait des meubles et déco à Linéa, donc Ikea français, donc ils vendaient notamment des babioles, comme tous les magasins de meubles et déco. Et donc quand j'étais chez eux, je travaillais sur les questions autour du cycle de vie du produit, donc ça voulait dire, on reprend le début, c'est quoi les matières premières, par exemple sur le mobilier en bois, le bois vient d'où, comment il est tracé, comment sont gérées les forêts, après fabrication, comment sont gérées les usines, si on capte que tous les ouvriers, ils ont des paires de chaussures de sécu différentes, ça veut dire que c'est pas les boîtes qui les a fournies, donc ça veut dire qu'ils se les payent, s'ils se les payent, ils prennent sans doute les moins chers, donc ça faisait partie des critères qu'on mettait sur nos audits. Et puis sur les magasins, la construction des magasins, la lumière dans les magasins. Quand vous êtes dans un magasin qui est un entrepôt fermé, sans aucune lumière naturelle, ça veut dire qu'on mise tout sur les ampoules. Ça veut dire qu'il y a un truc hyper important à faire là-dessus. Donc du coup, j'ai appris ce que c'était que les lumières chaudes, froides, les lumens et tout ça. Et on a travaillé comme ça sur un peu toutes les thématiques. Et après à Linéa, je suis partie et je suis rentrée dans une association qui s'appelait le CNID, le Centre National d'Information Indépendante sur les déchets, que vous connaissez peut-être aujourd'hui sous le nom de, pour ceux qui savent, Zero Waste France. Exactement. Voilà. Et j'ai bossé 5 ans pour eux jusqu'à début 2017. Et je m'occupais notamment de l'accompagnement des entrepreneurs zéro déchet sur les thématiques de vente en vrac, de bouteilles consignées, de couches lavables, compostage. Ouais. Donc ça, c'était jusqu'à l'année dernière. Et il faut que je respire juste un tout petit peu parce que je crois que je suis en apnée depuis tout à l'heure. Il y a Anna, ma coach là-bas, qui regarde. C'est bon, ça va. Donc je reprends. Et donc pourquoi en être partie? Il y en a qui disent, mais moi j'aimerais trop bosser chez Zero Waste France. Comment tu fais pour lâcher un poste chez Zero Waste? Justement, quand vous vous rendez compte, et c'est tout l'objet de mon job de sens et de après ce que je vais vous présenter, c'est quand vous vous rendez compte que c'est pas pile poil le truc pour lequel vous vous êtes fait. Qu'il y a plein de choses qui peuvent vous plaire, vous convenir, mais il peut y avoir un truc qui coince. Moi, il y a plein de choses que j'aimais, mais il y avait un truc où je me disais, je pense que je peux être pertinente sur un truc un peu à côté. Et ce truc à côté, c'est qu'à côté des entrepreneurs, je recevais beaucoup de sollicitations de la part de particuliers qui se posaient des questions du type « Voilà, j'ai un job, mais je ne suis pas hyper épanouie dedans.
oui, ça vous fait écho. J'aimerais bien avoir un job où je puisse avoir un impact positif fort. Les questions autour de l'urgence écologique, ça me touche. Mais comment moi je trouve ma place là-dedans? Je sais pas, je connais pas, je viens d'un autre secteur, je n'ai pas forcément le réseau, je sais pas ce qu'il faut comme formation, voilà. Et après avoir pris une cinquantaine de cafés avec des personnes qui se posaient ces questions-là, je me suis dit, bah, il y a peut-être une demande, il y a peut-être un besoin. Donc ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de répondre à ces besoins pour que toutes ces personnes-là puissent rentrer dans le staff dont on a besoin pour la transition écologique, justement. Et donc ce projet a mûri, et puis il a émergé l'année dernière. Et donc c'est devenu Mon Job de Sens, voilà, qui est donc une entreprise de l'ESS qui se veut d'intérêt général. Et voilà. Donc au niveau de qu'est-ce qu'on fait, notre but, c'est de vous aider à trouver votre Ikigai. Alors, c'est juste prendre 2 secondes pour arriver à jeter le visuel qui est là. On l'a fait en mode low-tech ce soir. Low-tech par opposition à high-tech. Il n'y a pas de PowerPoint. Voilà. Donc ça voulait dire pas de présentation sur un serveur, ça veut dire pas le truc qui chauffe toute la soirée. Et on va très bien s'en sortir sans. Et donc l'Ikigai. Dans notre approche, l'idée c'est de voir que... est-ce qu'il y en a qui ne savent... Je demande qui sait ou qui ne sait pas. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que l'Ikigai? J'en ai déjà entendu parler. Ok, vous êtes suffisamment peu nombreux pour que j'explique. L'ikigai, c'est un terme qui nous vient du Japon, précisément de l'île d'Okinawa. Sur l'île d'Okinawa, il y a ce qu'on appelle les super centenaires, c'est-à-dire un nombre très élevé de personnes qui ont au-dessus de 100 ans et qui vivent dans de très bonnes conditions de santé physique et mentale. Des chercheurs sont demandés quand même pourquoi sur cette île perdue, loin. Quand on habite là-bas, ils sont pas loin du coup, mais en tout cas, ils se sont demandé comment ça se faisait qu'il y a un nombre aussi important de super centenaires. Et du coup, ils ont creusé, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui les rassemblait tous, c'était qu'ils avaient tous une responsabilité vis-à-vis de la communauté, une mission particulière qui faisait qu'au quotidien, ils n'avaient pas le droit de mourir. Donc, du coup, logique, imparable, t'as pas le droit de mourir, tu meurs pas. Oui, c'est le truc. Ils sont super forts. Et en gros, il y a ceux qui s'occupent des personnes âgées, il y a ceux qui s'occupent des enfants, il y a ceux qui s'occupent du potager, ceux qui s'occupent de préparer à manger. Et ils ont ces activités-là dans lesquelles ils s'éclatent, parce qu'on leur a pas juste imposé le truc. Ils font l'activité, ils ont choisi ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça les garde motivés, ils savent que c'est important qu'ils soient présents, qu'ils fassent ça, et donc intellectuellement et physiquement, ça les garde en super bonnes conditions. Je vous rassure, ils décèdent quand même au bout d'un moment, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont 100 ans en plus, et bien. Et donc, ces fameux chercheurs ont cherché à trouver quels étaient les points communs, comment on pouvait du coup extrapoler ça d'Okinawa, et pour que plein d'autres gens dans le monde puissent se dire, moi aussi je vais être un super centenaire, je vais essayer de trouver mon Ikigai. Donc, il y a 4 conditions pour trouver son Ikigai. Il faut que l'activité à laquelle vous passez vos journées soit une activité qui vous plaise, déjà. Là, vous dites, je sais pas forcément ce qui me plaît. Mais c'est pas forcément facile de savoir ce qu'on aime faire. Parce qu'on prend tellement sur nous, souvent, que de se dire, mais en vrai, qu'est-ce que j'aime faire? À part regarder Game of Thrones ou des trucs comme ça. C'est la pire anecdote à sortir, sachant que ça fait genre 1 an qu'il n'y a plus d'épisodes et qu'il n'y en aura pas pendant 1 an. Mais bon. Donc, regarder des séries ou faire des trucs tranquilles, quoi. Non, en vrai, voilà, quels sont les moments où vous allez prendre du plaisir dans votre quotidien? Et puis aussi trouver que cette activité où vous prenez le plaisir, ce soit une activité où vous soyez particulièrement doué. Qui est quand même un truc où vous faites la différence. Et après, on va parler d'énergie renouvelable, mais du coup, vous allez voir que dans les énergies renouvelables, il y a plein de métiers possibles, au final. C'est pas juste installateur de panneaux solaires. On n'est pas juste dans des métiers qui sont hyper techniques. Il y a aussi ceux qui vont s'occuper de convaincre, de motiver. Il y a ceux qui vont s'occuper de faire un travail hyper minutieux de comptabilité. Il y a ceux qui vont s'occuper, qui adorent être très concentrés là-dessus. Il y a ceux qui vont s'occuper d'un point de vue politique, d'arriver à convaincre des collectivités. Il y a des milliers de métiers autour des énergies renouvelables. Donc, vous, quelles sont les choses que vous faites particulièrement bien et dans lesquelles vous prenez du plaisir? Après, la condition, c'est que ça apporte quelque chose au monde, globalement. Qu'on ne soit pas sur juste un intérêt individuel. Globalement, si vous êtes ici, c'est que c'est quand même ça que vous cherchez, donc ça va. Et la dernière case, et qui est hyper importante, c'est que vous puissiez être payé pour ça. Et on en reparlera tout à l'heure,
Vous pouvez avoir une activité bénévole engagée, bien évidemment, c'est génial, vous allez trouver de l'épanouissement. Mais il faut que globalement, dans votre équilibre au quotidien, cette activité puisse vous faire vivre. Parce que sinon, elle n'est pas viable à long terme. Sauf si vous êtes rentier ou rentière, ce qui est super aussi, parce que du coup, vous avez vraiment le choix. Mais globalement, il ne faut pas que vous soyez dedans. Ce que, du coup, Cyril Dion disait, c'est le bénévolat sacrificiel. On en reparlera tout à l'heure, mais je vais mentionner plusieurs fois Cyril Dion par rapport au bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Ok, les petites mains timides. Ok, d'accord. Et si vous ne l'avez pas lu, que vous n'avez pas forcément envie de le lire, il y a la vidéo de la conférence qu'il a faite au festival Zero Waste, qui du coup dure à peu près 1 heure, et qui est un super résumé, il raconte un petit peu une partie de ces choses-là. Voilà. Donc votre Ikigai, c'est le fait de trouver une activité qui a un peu tout ça. Et la fin de la conclusion, puisque du coup, on organise donc des événements qui vont être comme ça, gratuits, ouverts. Et le modèle économique, il est autour donc de programmes d'accompagnement, de formation et de coaching, pour aider les personnes à trouver le job dans lequel elles vont pouvoir mettre en phase à la fois leurs valeurs, leurs talents, leur motivation. Et ça, notamment avec mon compère Olivier. Olivier, lève la main. Voilà. Donc Olivier qui est formateur et coach et qui lui, justement, bossait au ministère de l'écologie, quitte le ministère de l'écologie. Il l'a fait avant Nicolas Hulot parce que voilà, il ne faut pas suivre quand même. Donc si Nicolas est parti, c'est parce qu'il était super triste. Et donc imaginez, c'est moi qui ai la chance quand même de récupérer comme partenaire Olivier, donc c'est cool. Et donc avec Olivier, on anime ces programmes. Et donc dans ces programmes, on vous aide à faire ça. Ça se déroule sur 8 semaines. Il y a 5 ateliers collectifs et 2 ateliers individuels. Il y a 2 promos qui commencent une en journée, une autre en soirée, 19 et 20 septembre. Et s'il y en a que ça intéresse, jusqu'à demain soir, il y a encore les tarifs d'été à 550 €. Voilà. Donc il reste quelques places en journée, quelques places en soirée. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard. C'est fait, c'est dit. Alexandre, est-ce que tu es prêt? Oui. Cool. Ben, voilà. Et du coup, on va repartir sur notre soirée énergie renouvelable. Vas-y, passe. Tac, je te donne celui-là. Je prends l'autre. Est-ce qu'il marche? Super. Et bien super. Alexandre, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui. Allô? C'est bon, c'est tu bon. le poses là. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi c'est Alexandre, donc j'ai 33 ans et je travaille donc depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans chez Enercop, qui est un fournisseur d'énergie renouvelable et qui est une coopérative. Voilà, donc j'ai mis un peu de temps à trouver moi mon job de sens. Je suis sorti d'école d'ingénieur en 2008 et puis j'ai commencé par travailler dans des grands groupes. J'ai commencé par travailler 4 ans chez Areva, donc dans le monde du nucléaire, donc un peu à l'opposé, sur la centrale de Flamanville qui est en cours de construction dans la Manche. Enfin, ils essayent de la construire en tout cas. Et puis après, j'ai travaillé pendant 4 ans au bureau d'études dans une filiale de Vinci, donc encore un grand groupe, et là plus sur la conception de centrales de production d'électricité, mais encore dans le conventionnel, donc gaz et un peu de hydroélectricité. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment il s'est passé le déclic pour toi, ce passage de comment tu passes d'Areva à Enercop? Ouais. Alors moi, ça a été assez long en fait. J'étais pas vraiment écolo, on va dire à la moyenne belge qui a l'air d'être ici. Ça a mis un peu de temps à arriver. Je faisais le tri comme tout le monde et je pensais être écolo, mais c'est loin d'être uniquement ça. Et donc, moi, j'ai commencé à m'ouvrir en militant aux Amis de la Terre, donc qui est une des plus grandes ONG écologistes au monde, donc dans un groupe local à Paris qui s'intéressait à des thématiques de transport et en particulier de la pollution de l'air. Et en fait, c'est là que de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et donc ça c'était en 2012, donc ça a mis un peu de temps avant que j'arrive à Enercop en 2016. Mais en tout cas, j'ai pu donc commencer à rencontrer beaucoup de gens, à découvrir beaucoup de problématiques environnementales, à me poser beaucoup de questions sur l'état de la planète et sur ce que moi je voulais faire et ce que je pourrais apporter. Et c'est pas forcément évident quand on a voilà, quand on a commencé dans le nucléaire de changer du jour au lendemain et travailler dans un autre secteur
étant donné que c'est vrai que souvent les entreprises recherchent des compétences que vous avez déjà et misent pas sur les compétences que vous pourriez développer ou vos capacités à évoluer. Voilà, donc ça a commencé par les Amis de la Terre, et puis après j'ai découvert d'autres ONG, comme Zéro Estrance à un moment, et puis voilà, donc continuer à militer, c'était un peu enfin, voilà, c'était du bénévolat, un peu en réponse à ce que je faisais qui me plaisait pas dans mon boulot. Bah, le soir, je passais beaucoup de temps à m'occuper des associations, donc, que ce soit sur du plan technique pour comprendre certaines choses. Alors moi j'ai milité longtemps dans une association qui est à Ivry-sur-Seine, qui s'appelle le CRIF 3R, qui se bat contre la reconstruction d'un incinérateur. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, et voilà, on apprécie aussi auprès de bénévoles d'avoir des compétences un peu techniques pour comprendre voilà, comment on peut s'opposer à ce genre de projet. Et puis voilà, il y a un moment, donc ça c'était en fin 2015 je pense à peu près, pour moi c'était plus possible de continuer dans le boulot dans lequel j'étais, et je me suis vraiment dit à ce moment-là, il faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment à ouvrir plein de pistes, à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais rester dans le métier que j'exerçais et aller dans un secteur qui me plaisait mieux? Est-ce que je voulais vraiment changer du tout? Et je suis passé par pas mal d'étapes où à un moment je voulais devenir maraîcher, donc je m'étais voilà, c'est peut-être avec le recul c'était peut-être un peu un délire, mais peut-être que dans 10 ans j'y reviendrai, on ne sait jamais. Donc j'avais commencé à me renseigner pour me réorienter, passer un brevet pour devenir maraîcher, etc. Et voilà, et après donc pas mal d'autres idées aussi. À un moment, c'était un moment où j'avais rencontré aussi Laura, j'avais envie d'ouvrir un magasin en vrac. Enfin, c'était un truc un peu qui me parlait, voilà, et la réduction des déchets, et voilà, d'autres idées aussi qui étaient passées. Et puis à un moment, je me suis intéressé de plus près à Enercop, et c'est là que j'ai fait une candidature spontanée en fait. Et j'ai rencontré donc mes collègues et futurs chefs, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Si vous voulez, plus tard, on pourra refaire une parenthèse sur les candidatures spontanées si vous avez des questions là-dessus. Et d'un point de vue purement humain, comment ça se passe en fait quand, du coup, à l'époque où tu étais encore chez Areva ou encore chez Vinci, quand du coup, t'aimes pas en fait ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps tu prends sur toi? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu vivais ça? Ouais, alors c'était assez dur à vivre. Moi j'avais fait le choix la dernière année où j'exerçais mon boulot de passer à temps partiel. Donc j'avais réussi à négocier avec mon employeur d'être à 80%. Étant ingénieur, j'étais plutôt bien payé, et donc ça m'a permis, enfin en étant à 80%, ça ne me posait pas de problème financier. Et du coup, le 5e jour de la semaine, c'était ce 5e jour-là que je me posais des questions, que j'essayais de rencontrer des gens, ouvrir l'horizon des possibles, voilà, creuser vraiment sur ce que je voulais faire. Et ok, les autres jours dans la semaine, c'est pas forcément très agréable d'aller au boulot parce que j'étais pas motivé, etc. Mais je savais que j'avais un peu cette soupape à la fin de la semaine pour me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, rencontre des gens, et voilà, cherche. Ok. Et là-dessus, ce qui était intéressant dans ta démarche en plus, c'est que toi, au final, ton métier d'ingénieur, tu l'aimais encore. Enfin, c'était plus autour du cadre. Ouais, c'est ça, effectivement. Enfin, donc voilà, moi j'étais à ce moment-là, je ne savais pas si c'était le boulot d'ingénieur qui me plaisait plus ou si c'était le cadre. Et en fait, voilà, quand on creuse, on se rend compte que le métier d'ingénieur, il est utile très clairement pour la transition énergétique et la transition écologique en général. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, maraîcher, c'est peut-être pas le bon moment, en tout cas, pour le faire. Et j'ai commencé à regarder en fait des structures un peu différentes. Je me suis intéressé beaucoup aux coopératives, en fait. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est qu'une coopérative, mais les quelques principes, c'est donc vous avez un sociétaire égale une voix, donc contrairement à une société normale où le nombre de voix est proportionnel au capital détenu dans la société, donc c'est vraiment plus démocratique. Il y a aussi le fait que la coopérative, on dit qu'elle a lucrativité limitée, donc c'est-à-dire qu'elle doit réinvestir ses bénéfices au minimum à un peu plus de 50% dans l'objet de la structure. Donc on est là pour développer la structure et l'objet, la démarche, et pas pour rémunérer des actionnaires. Voilà, et donc il y a un certain nombre de choses qui m'ont attiré chez les coopératives, et c'est vrai que voilà,
bon, il n'y en a pas énormément aujourd'hui, mais il y a Enercop dans le domaine de l'énergie. Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, voilà, je pourrais mettre mes compétences au service de la transition énergétique dans une autre structure en fait. Et aussi, il y avait la taille humaine que je recherchais. C'est vrai que moi j'étais beaucoup dans des grands groupes, sur des gros projets, et il y a quelque chose de vraiment déshumanisant, où on est juste un petit pion dans le grand projet. Et là, voilà, quand je suis arrivé chez Enercop, on était 60 personnes, aujourd'hui on a une centaine, mais ça reste encore une petite structure où voilà, on peut toucher à pas mal de choses et pas rester sur une tâche un peu monotone. Merci. On s'était dit que ça pouvait être plus sympa, que si vous avez des questions en cours de route, on n'attend pas forcément la fin. S'il y a un besoin de précision, s'il y a quelque chose qui vous vient, c'est quand même, du coup, ce sera plus interactif. Ah bah tout de suite, tac. Vas-y. Du coup, c'est quoi ton métier aujourd'hui chez Enercop? Ouais, c'est vrai, excellente question. Alors du coup, moi chez Enercop, donc je travaille au pôle énergie. Donc il y a plusieurs pôles à Enercop, on pourra éventuellement redétailler. Et donc je travaille en fait sur la partie approvisionnement du réseau. Alors je ne sais pas si ça vaut le coup de développer un peu sur Enercop éventuellement. Vas-y, ok. C'est le bon. Alors, et après je reviens sur ta question, je ne sais pas oublier. Donc Enercop en fait c'est un fournisseur d'électricité renouvelable. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, en fait vous pouvez changer de fournisseur d'électricité. Comme vous changez en fait de fournisseur de téléphonie mobile, vous pouvez changer. Et donc ça se fait assez simplement, sans qu'on intervienne en fait physiquement sur l'installation. C'est juste en fait une histoire de flux comment dire, financier. Au lieu de rémunérer, au lieu de payer EDF, vous allez payer Enercop et nous on va vous livrer de l'électricité. Donc voilà. Et la particularité d'Enercop, au-delà du fait que c'est une coopérative, j'en ai déjà parlé, nous on fournit uniquement de l'électricité renouvelable, donc c'est issu de sources éoliennes, photovoltaïques, hydroélectriques et un tout petit peu de biomasse. Et notre autre particularité, c'est qu'on s'approvisionne directement auprès de producteurs. Alors vous connaissez peut-être les AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où vous pouvez avoir un principe de panier pour avoir vos légumes, vos fruits et légumes. Là, Enercop, c'est un peu le même principe. En fait, on essaie de mettre en relation directe le consommateur et le producteur. Donc en fait, sur le site d'Enercop, vous allez retrouver une carte avec l'ensemble des producteurs qui produisent pour Enercop. Donc vous pouvez savoir d'où vient réellement votre énergie. Et c'est là où on se différencie d'autres fournisseurs qui, eux, s'approvisionnent sur le marché. Donc voilà, comme il y a un marché des céréales, un marché de l'or, il y a un marché de l'électricité. On peut acheter de l'électricité et la revendre à des particuliers. Donc voilà, nous vraiment, on essaie d'aller chercher des contrats en direct avec les producteurs. Et notre statut de coopérative fait que les producteurs, autant que les consommateurs, interviennent dans la gouvernance d'Enercop, sont là en assemblée générale pour faire les choix stratégiques de la coopérative. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, on pourrait y revenir. Et donc, ce que je fais à Enercop, donc moi je travaille au pôle énergie. Le pôle énergie s'occupe de l'approvisionnement du réseau. Et donc, il y a plusieurs métiers dedans. Il y a un métier qu'on appelle la prospection, donc qui est plus aller chercher des producteurs. Donc c'est plutôt un métier de terrain, on peut rapprocher ça d'un métier un peu commercial. Il y a la gestion des producteurs, donc c'est un peu ce que je fais, je vais revenir dessus. Et puis après, il y a plus une gestion... comment on va dire, on appelle ça le portefeuille, en fait, c'est s'assurer qu'on couvre le risque. Enfin voilà, quand on vend de l'électricité, il y a des risques associés. Enfin, c'est un métier qui est assez complexe finalement, donc il y a une gestion des risques à avoir. Et donc, moi, je m'occupe donc je travaille dans la relation avec les producteurs. En fait, je m'occupe de tout ce qui se passe après la prospection. Donc, une fois qu'on a signé avec un producteur, il y a un certain nombre de choses à faire. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais il y a la mise en route contractuelle, il y a tout ce qui concerne la facturation, les producteurs. Moi, je travaille sur un sujet qui est un peu complexe, je ne vais pas forcément expliquer les détails aujourd'hui, mais c'est ce qui s'appelle le mécanisme de capacité, qui s'assure qu'en hiver, il y ait une sécurité de l'approvisionnement, parce qu'en hiver, il y a des pics de consommation, il y a des gros appels d'énergie, et donc il y a un mécanisme qui permet d'assurer l'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de coupure en France. Et je travaille aussi sur ce qu'on appelle la responsabilité d'équilibre. Pour faire simple, en gros, quand vous êtes un fournisseur, le gestionnaire de réseau en France, il s'appelle RTE, vous connaissez peut-être, vous demande d'équilibrer vos consommations et vos productions. Donc c'est s'assurer que toutes les demi-heures, en fait, on a autant de production venant de nos producteurs que de consommation de la part de nos clients.
RTE, Réseau de transport d'électricité. Je sais pas les acronymes. Je reviens sur, tout à l'heure sur la question, du coup, dans le cas où toi, tu aimais ton métier d'ingénieur et tu as eu envie de changer, et du coup, c'était une parenthèse sur le « mais comment on fait quand on n'aime pas son métier ?» J'ai eu plusieurs sourires. Donc, ok, je vais faire une petite parenthèse sur la question. Le but, quand même, de la manœuvre, ça me connecte à l'ikigai, c'est de trouver cet équilibre entre comment je vais faire pour à la fois, dans 8 heures par jour, prendre du plaisir et être utile. Si vous êtes ici ce soir, vous n'êtes pas juste sur le plaisir, c'est que vous avez envie de trouver votre place par rapport à la question de la transition écologique, en l'occurrence énergétique. Et donc, l'exemple que prenait Cyril Dion, c'est l'exemple du type qui bosse chez Monsanto, mais qui va à vélo. Voilà. Si c'est important pour vous d'être un acteur de la transition écologique, vous n'arriverez pas à vous voiler la face très longtemps. C'est super que ce type-là, il aille à vélo, c'est déjà bien. Mais objectivement, s'il y avoir un impact positif, il faut qu'il se casse, il faut qu'il aille faire autre chose. C'est juste pas possible. On est d'accord que quand même Monsanto fait partie des boîtes où juste il y a même pas, enfin ça va dans la catégorie, je sais pas moi, exploitation des enfants et vente d'armes quoi. Enfin pour moi en termes de crimes contre l'humanité, on est à peu près à ce degré-là. Je suis très tolérante, mais il y a des trucs sur lesquels, mais voilà, pour moi il n'y a pas débat. Donc voilà. Mais s'il y a des personnes parmi vous qui bossent chez Monsanto, je serais ravie de leur donner des coups de main pour en partir, par contre. Et parce que dans notre équipe de staff, on a récupéré depuis peu la DRH d'Emmaüs France, elle quitte quand même Emmaüs France pour nous rejoindre. Donc captez le truc. Donc entre Olivier, qui part du ministère de l'écologie, et Céline Julien, qui quitte, parce que maintenant elle a dit qu'on avait le droit de le dire, c'est officiel en interne. Donc, juste on a de la chance, on a vraiment des cas d'or, quoi. À la fois sur les démarches écologiques et sociales, donc c'est génial. Et donc Céline nous apporte aussi son expérience en tant que DRH sur comment je négocie une rupture conventionnelle, comment on reprend un CV, une lettre de motif quand je veux me valoriser auprès de l'économie sociale et solidaire, ou voilà. Comment je prépare un entretien, comment on fait une candidature spontanée. Voilà, c'était la parenthèse là-dessus. Et qu'est-ce qu'on parlait déjà de la dimension démocratique de la coopérative ? Comment est-ce que tu arrives au quotidien à gérer ton engagement associatif avec ta vie pro ? Parce qu'à la rigueur, à l'époque où tu avais un boulot qui n'était pas particulièrement engagé, tu avais besoin de remplir ta vie à côté avec plein d'engagements associatifs, mais entre le collectif 3R, contre la reconstruction de l'incinérateur d'Ivry, parce que tu feras une parenthèse là-dessus, je ne te laisserai pas partir, c'est trop important et surtout c'est quand même à nos portes. Et puis ce que tu fais avec d'autres assos, ouais. Comment tu fais ? En fait, mon engagement associatif a diminué, c'est un peu peut-être dommage, mais voilà, c'est la réalité des choses. J'étais effectivement très impliqué quand j'ai quitté mon précédent boulot, que ce soit effectivement Collectif 3R, Zero Waste France, et aussi notre association là, que je mentionne dans mon portrait, qui est Carton Plein, donc, qui est une association qui aide des gens qui sont en grande précarité, qui vivent dans la rue, en les aidant à revenir au travail petit à petit, en vendant des cartons de déménagement réusagés et en faisant des déménagements à vélo. Donc moi je vous invite, si un jour vous avez besoin de déménager, retenez Carton Plein, j'ai fait mon déménagement avec eux, ils sont top. Voilà, ça c'est la parenthèse, mais effectivement moi mon engagement a diminué. C'est vrai que quand on a un boulot qui est prenant, on compte peu ses heures, et ce qui était mon cas en tout cas au début. Maintenant j'essaie de faire un peu plus attention, et donc moi j'ai fait le choix de choisir mes engagements à côté, de les diminuer et de m'impliquer pas mal dans l'Enercop. Et voilà, c'est une phase, et peut-être qu'à un moment j'en aurai un peu, pas marre d'Enercop, mais je m'engagerai peut-être un peu moins au quotidien et je vais plus m'engager dans l'association. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et c'est fatigant. On a l'impression quand on est chez Enercop, on a l'impression de militer tous les jours pour une autre vision du monde, une transition énergétique qui ne se fait pas assez vite. Et voilà, continuer le soir contre les déchets, ça devient lourd. Ça me permet de rebondir sur ce que disait justement Cyril Dion, à la fois dans la conférence et dans le bouquin. Ça le reconnecte à cette histoire de bénévolat sacrificiel. C'est que si vous avez un job dans lequel justement vous n'avez pas l'engagement que vous souhaiteriez et vous le compensez par un engagement associatif, donc l'exemple d'Alexandre, ça veut dire que le soir et les week-ends, les moments où vous avez quand même besoin de vous reposer, parce que le but c'est pas juste de
toujours pareil, donc de sacrifier vos vies pour ne pas prendre soin de vous, ça n'est pas tenable dans le terme, à long terme, donc ça n'est pas durable. Le but, c'est quand même d'arriver à être heureux. C'est ce truc-là, le concept, le bonheur, tout ça, la joie, l'épanouissement. Et il ne faut pas reporter ces choses-là. C'est pas non mais c'est bon, là je suis engagée, et puis dans 20, dans 10 ans, je prendrai soin de moi. Non, c'est important d'être heureux aujourd'hui aussi, parce que du coup, vous serez beaucoup plus motivant pour des personnes à faire comme vous, à s'engager, si vous êtes équilibré, épanoui dans votre quotidien. Donc, je disais ça parce que... est-ce qu'il y en a qui ont suivi, s'il vous plaît? C'est là la parenthèse où du coup je le dis. Alors, je suis enceinte depuis pas très longtemps et il y a une partie de mon cerveau qui ne fonctionne plus. Voilà, donc... Parler d'engagement sacrificiel, c'est la vision. Et du coup, sur l'équilibre de la journée, et donc reposez-vous. Et donc, ce qui fait qu'après, quand vous arrivez à avoir votre job qui lui est engagé, et ben vous avez le droit de vous reposer. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez gagner des soirs et des week-ends. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est pas toujours vrai parce que malheureusement, il y a des engagements qui sont forts et voilà, qu'on ne veut pas lâcher. Oui. Est-ce qu'on en profite pour faire quand même la parenthèse sur la question du coup de l'incinérateur, parce que il va du coup l'expliquer, mais il y a un parallèle très fort entre la question de la réduction des déchets et de l'incinération et du nucléaire. Les deux thématiques se croisent beaucoup, et comme ça nous permettra de faire le pont avec justement la partie plus des enjeux de ton parcours. Ouais. Moi, je vais essayer de faire rapide pour pas trop technique, mais donc en fait, au port de Paris, à Ivry-sur-Seine, donc de l'autre côté du 13e, de l'autre côté du périphérique, il y a un incinérateur qui existe depuis fin des années 60 et donc qui est aujourd'hui arrivé qui est obsolète de façon industrielle. Et donc le syndicat qui gère le traitement des ordures ménagères sur Paris souhaite le reconstruire. Et donc ça fait 10 ans en fait que voilà, il y a un projet de reconstruction et aujourd'hui ça avance beaucoup. Et en fait, en gros, pour faire simple, ils veulent reconstruire l'incinérateur quasiment à l'identique en termes de tonnage traité. Ce qui n'a aucun sens puisqu'il y a quand même une réduction des déchets qui est en cours, même si on ne le voit pas forcément partout en permanence, mais les études montrent qu'il y a une diminution des déchets. Donc voilà, d'une part, ils veulent construire un projet obsolète de ce point de vue-là, et qu'est-ce que je voulais dire Toi aussi. Oui, d'autre part, voilà, quand on reconstruit ce genre d'installation industrielle, elles ont une durée de vie minimale de 40 à 60 ans. On ne construit pas, les installations vont coûter à peu près 1 milliard d'euros, donc on ne construit pas quelque chose pour 10 ans en se disant, voilà, si dans 10 ans il n'y a plus de déchets, on arrête l'installation. Non, on construit pour qu'elle fonctionne pendant 40 à 60 ans et qu'elle soit rentable et qu'elle rapporte de l'argent. Donc en fait, on s'inscrit un peu dans ce cercle vicieux. Si on reconstruit cet incinérateur, il va falloir trouver des choses à brûler. Et voilà, on en trouvera toujours des choses à brûler si on part là-dessus. Et donc, il y a deux associations qui travaillent principalement contre cet incinérateur. Il y a le collectif 3R, dont je fais partie, qui est un regroupement d'associations au niveau local, donc qui s'oppose localement, qui va démarcher les élus, qui s'oppose donc au SICTOM, qui est le syndicat. Et il y a Zero Waste France, qui nous appuie énormément sur l'aide juridique et aussi l'aide technique. Et avec Zero Waste France, on a construit un scénario alternatif qui s'appelle le plan BOM, BOM pour baisse des ordures ménagères, et où on explique qu'on pourrait se passer de la reconstruction de l'incinérateur en mettant en route un certain nombre d'alternatives qui vont vers le zéro déchet, qui sont citoyennes. Je parlais tout à l'heure de carton plein qui récupèrent les cartons usagés. Voilà, il y a plein de choses à faire avec les déchets, à commencer par les réduire bien sûr. Voilà, et donc aujourd'hui, malheureusement, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Il y a eu l'enquête publique sur l'incinérateur qui a eu lieu cet été. Bien sûr, c'est fait pendant l'été, pendant que les gens sont en vacances pour pas qu'il y ait de participation. Et donc, à l'issue de cette enquête publique, qui est nécessaire afin que le SICTOM ait l'autorisation de construire son incinérateur, les commissaires rendent leur avis, et ils ont rendu un avis favorable, malgré le fait qu'il y ait eu plus de 2000 contributions qui s'opposaient au projet, où ils ne mentionnent quasiment pas ces contributions. Et donc voilà, donc en fait,
c'est sur les rails. Et donc, nous, pour les prochaines étapes, c'est d'essayer de s'opposer d'un point de vue juridique cette fois, donc c'est de faire des recours contre ce qu'on appelle l'autorisation d'exploiter, qui est une autorisation qui est délivrée par la préfecture pour ce genre d'installation industrielle de grande ampleur. Donc voilà, donc le combat continue. Là, on a eu un petit coup avec cette enquête publique, mais voilà en gros ce que je voulais dire, je pense. Et le but, c'est aussi de faire le pont avec incinération et nucléaire. Oui, alors c'est un peu ce que je disais, sur ces installations industrielles, quand on les conçoit et quand on les construit, c'est pour les exploiter le maximum possible. Les centrales nucléaires aujourd'hui, elles ont une durée de vie à la conception d'une quarantaine d'années, enfin celles qui ont été construites il y a quelques temps, et voilà, aujourd'hui on parle de continuer à les prolonger, parce qu'effectivement ça rapporte énormément d'argent à EDF. Voilà, donc c'est des grosses machines industrielles dont il est difficile de sortir. Donc que ce soit d'un point de vue fonctionnement, d'un point de vue aussi implication en termes d'emploi. Voilà, quand on dit il faudrait diminuer le nucléaire, on a tout de suite des syndicats qui vont dire non, mais il y a des milliers d'emplois. On pourra en reparler tout à l'heure, dans la transition énergétique, il y a énormément d'emplois qui seront aussi créés. Donc voilà, donc voilà, cette industrie nucléaire aujourd'hui, elle est quand même à un moment où elle a un peu du mal à sortir. Aujourd'hui, les nouveaux réacteurs qui sont en cours de construction ont des grosses difficultés, que ce soit à Flamanville dans la Manche, il y en a une autre en Finlande où ça n'avance pas, et il y a peut-être en Chine où ça avance un peu mieux. Mais voilà, il y a des gros problèmes pour continuer, et une opposition qui est de plus en plus naissante. Et d'ailleurs, on va prendre la question en 2 secondes. Je voyais quelqu'un, quand j'arrivais, que je faisais l'émargement, quelqu'un qui avec son t-shirt sortant du nucléaire, voilà. Donc, du coup, monsieur avec son t-shirt jaune au milieu. Est-ce que tu peux bien te lever, s'il te plaît, monsieur? Voilà, donc le message était quand même très clair à l'origine. Merci beaucoup de ta contribution. Et il y avait une question, vous, oui. Les mairies de Paris, elles ne peuvent pas avoir une implication Sur l'incinérateur? Bah ouais. Ouais, alors en fait c'est très compliqué. Les élus, alors bien sûr les élus écolos sont contre, mais globalement l'ensemble des autres élus sont pour cet incinérateur. Je ne sais pas comment expliquer ça simplement, mais en fait les élus sont à la fois élus dans leur mairie d'arrondissement ou au Conseil de Paris et siègent dans un certain nombre de syndicats, dont ce SICTOM, le syndicat de traitement des ordures ménagères. Et il y a une certaine confiance en ce que fait ce syndicat. Donc, dans le syndicat, il y a des salariés, enfin, il y a une direction des services donc, qui propose des projets, etc. Et en fait, les élus sont pas forcément, s'impliquent pas forcément sur la compréhension des problèmes, des enjeux, etc. Et font un peu confiance. Et nous, effectivement, c'est un peu le boulot des associations de venir sensibiliser les élus. Mais voilà, il y a certaines sensibilités politiques qu'on arrive à atteindre, à faire comprendre le problème. Mais voilà, de là à avoir une majorité qui bascule, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, les déchets, ça reste une problématique. On aimerait mettre ça sous les tapis. Voilà, il y a suffisamment de déchets qui traînent partout. Quand on se balade dans Paris, voilà, on aimerait en entendre le moins parler possible, donc que ça parte en fumée, malgré que ces fumées soient polluantes et qu'en fait ça part pas tellement en fumée, il reste plein de cendres d'incinération. C'est une solution de simplicité pour les élus, donc c'est vrai que on essaye, hein, c'est vraiment un des boulots aussi de lobbying qu'on fait, nous associations, mais c'est pas gagné. Pour vous donner juste une idée au niveau des chiffres, dans 2 secondes, le projet de reconstruction, il y a 2 milliards. Le plan Beaume proposait un scénario, du coup le scénario alternatif à 200 000 €, qui permettait de trouver des solutions pour réduire la quantité de déchets nécessaires, pour pouvoir se passer du projet de reconstruction, et était plus créateur d'emplois. Donc il y avait quand même c'était une proposition sérieuse. Et dans leur calcul, ce que disait Alexandre tout à l'heure au niveau du dimensionnement, c'est que donc ils prévoient production stable de déchets. Alors qu'en fait, dans ce qu'on appelle les caractérisations, c'est-à-dire que régulièrement, une caractérisation, c'est ils vont sélectionner des poubelles, un grand nombre, ils vont les trier, ils vont regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Donc on est capable de savoir sur une commune définie ou sur un territoire défini, précisément ce qu'il y a dans nos poubelles. Donc bien sûr, ils prennent un certain nombre de poubelles, de personnes réparties, enfin, c'est vraiment représentatif. Et en gros, la moitié des poubelles vertes, donc des poubelles d'ordures ménagères du résiduel, sont des choses sont en fait des emballages ou des choses qui pourraient être triées, qui en fait devraient être dans la poubelle jaune. Donc, ça veut dire que la moitié des poubelles vertes
n'est pas légitime. Donc on pourrait, en mettant les moyens pour faire une vraie communication, pas juste une pauvre pub de temps en temps sur le tri, mais une vraie campagne avec toutes les personnes sensibilisées individuellement, des ambassadeurs du tri, etc. Et ça demande bien sûr beaucoup de travail, et ça c'est plus facile à un moment de reconstruire une usine d'un point de vue technique que de se dire ok, on se retrouve vraiment les manches, on va aller sensibiliser tout le monde pour que ça ne soit pas le cas. Mais objectivement, on est capable, enfin la moitié des poubelles vertes doivent aller dans les poubelles jaunes. Donc l'incinérateur est donc du coup doublé de manière tout à fait injustifiée. Il y avait une question au fond. Vas-y. C'est plusieurs étapes de questions. En fait, ce que je comprends pas trop, c'est qu'aujourd'hui, cette usine contre laquelle vous êtes contre l'incinération, c'est la plus grosse usine d'Europe. Oui. Et donc tous ces déchets, on en fait quoi? Parce que je suis d'accord qu'il y a une partie qu'on peut réduire, qu'on peut recycler, mais il y a quand même, à mon avis, 80% qu'on ne peut pas recycler. Donc ces déchets, l'incinération, c'est quand même mieux que l'enfouissement. Donc si on est contre l'incinération, on en fait quoi? C'est ça ma question. Mais en fait, je suis pas sûr qu'on fasse la soirée là-dessus, mais on peut en parler un petit peu. Mais c'est ce qu'on disait dans ce plan BOM. En fait, on explique comment diminuer suffisamment les déchets pour que les incinérateurs qui sont restants dans Paris, aujourd'hui, en fait, il y a 3 énormes incinérateurs autour de Paris. Il y en a un à Saint-Ouen, un ici les Moulineaux et un Ivry-sur-Seine. En fait, en faisant cette diminution de déchets, donc de ce qu'on disait, de ce qu'il y a dans la poubelle aujourd'hui, Laura parlait de 50% de recyclables. Il faut savoir qu'au-delà des recyclables, il y a 30% de la poubelle qui sont ce qu'on appelle des biodéchets, donc des restes de nourriture, épluchures, etc. Aujourd'hui, dont on ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait? On les brûle. Un biodéchet, c'est 90% d'eau. Donc on brûle de l'eau, il faut énormément d'énergie pour brûler de l'eau. Enfin voilà, c'est une aberration, une de plus. Donc en fait, moi je vous invite à consulter le plan BOM, mais en fait, l'idée c'est d'utiliser les capacités existantes pour vraiment enclencher cette diminution des déchets à la source, augmenter le recyclage, traiter les biodéchets, profiter en fait de cette opportunité de dire on ne reconstruit pas l'incinérateur Ivry-sur-Seine pour enclencher ça et pas se dire on repart pour 60 ans ou 40 ans à brûler des déchets. Donc vraiment le scénario, il a été vraiment... on va vraiment dans les détails de qu'est-ce qu'on diminue en termes de carton, en termes de verre. Aujourd'hui, on trouve encore du verre dans la poubelle. Enfin, c'est quand même le truc le plus simple à trier ou à porter un point de dépôt, un point collectif. Donc voilà, vraiment, je suis d'accord sur le fait que c'est pas bon d'enfouir les déchets, mais l'idée de ce scénario, c'est de ne pas d'en enfouir, mais de profiter des capacités existantes et d'aller vers une vraie décroissance de ce système déchets. Et ça veut dire que les 2 autres incinérateurs à Paris pourraient suffire dans le plan BOM? Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce qu'explique le plan BOM. Et d'autre part, le plan BOM, on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est un scénario pas très ambitieux en fait. Hein. Quand on parle de zéro déchet, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont vraiment dans le zéro déchet, qui achètent en vrac, qui ont leur sac réutilisable, etc., et qui ont une poubelle minuscule. Ce scénario, en fait, il est à mi-chemin entre le zéro déchet, prenez par B.A. Johnson par exemple, et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc en fait, il y a une marge de progression énorme. Donc l'idée, c'est vraiment d'enclencher ça. Et aujourd'hui, en fait, on a des exemples de communes, de collectivités de communes en France où il y a eu une vraie réduction des déchets parce qu'il y a eu vraiment les pouvoirs publics qui ont mis les moyens en communication pour que ça se fasse. Donc, juste pour donner des ordres de grandeur, une personne qui vit à Paris produit chaque année 350 kg de déchets qui sont à incinérer et parfois à enfouir quand c'est pas possible d'incinérer. Et on a des exemples en Europe, en France, où on atteint 50 kg par déchet par habitant. Donc voilà, on ne dit pas c'est 0,0 effectivement, mais il y a des capacités qui existent. Au même titre que la France est un des pays, le pays où il y a le plus de centrales nucléaires, le plus nucléarisé, on a un des pays où il y a le plus d'incinérateurs. Je ne sais plus si c'est en Europe ou au monde, mais voilà, c'est conséquent. Et dans 50% c'est ma dernière question, dans les 50% qui sont censés être dans la poubelle jaune, c'est parce que les gens ne sont pas au courant? Parce que moi j'avais plutôt en tête que les gens mettaient leur pot de yaourt, etc., qu'ils en mettaient trop, que pas. Non, c'est pas les pots de yaourt, c'est des emballages qui vont dans la poubelle jaune. Ouais, ce sont des choses qui se trient, qui sont tout à fait recyclables, et qui sont recyclables aujourd'hui telles quelles. C'est des boîtes d'œufs en carton, c'est des emballages en carton, c'est des bouteilles en plastique. Il y a plein de gens qui ne savent pas que les flacons de shampoing, de gel douche, si vous n'utilisez pas de shampoing de savon solide bien sûr, mais que en tout cas ces emballages, il y en a plein qui ne savent pas qu'ils vont dans la poubelle jaune. Ou alors ils veulent pas, enfin ils s'en fichent. Non, mais ils se posent pas la question. Ils ne le font pas, en Ils tout le cas. font pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des pots de yaourt où effectivement les pots de yaourt ne sont pas à ce jour
acceptés en centre de tri. Je propose que nous fassions la transition sur la note positive qui est, et du coup, côté solution, côté renouvelable. D'ailleurs, on peut faire le pont, comme on s'était dit, entre justement la démarche qu'on connaît bien côté déchets, où on connaît les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Oui, alors vous connaissez peut-être le scénario Négawatt, ou peut-être pas. Donc Négawatt, en fait, est une association d'experts sur les questions énergétiques, de gens vraiment pointus, et qui ont monté depuis plusieurs années un scénario qui repose sur 3 piliers, qui sont proches, en fait, effectivement, des 3 R du déchet, qui sont sobriété, efficacité et renouvelable. Donc 3 étapes pour enclencher la transition énergétique. Tout d'abord, la sobriété, c'est éviter les consommations inutiles. Il y en a énormément. Ça va des simples appareils en veille, par exemple. Ensuite, on a le pilier efficacité. Donc l'idée, c'est d'éviter de consommer de l'électricité pour la jeter par les fenêtres. Donc typiquement, avoir une isolation des bâtiments qui est correcte, voilà, et aussi du coup éviter la précarité énergétique pour certains ménages, voilà, qui ne peuvent pas payer leurs factures et qui vivent dans le froid. Et enfin, le 3e pilier, c'est renouvelable, et donc c'est la consommation, l'électricité dont on a besoin qui nous reste, c'est de le produire de façon renouvelable. Voilà. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. L'idée, c'est pas de aujourd'hui démolir toutes les centrales nucléaires et de tout passer au renouvelable. Il y a vraiment ces 3 étapes. On ne pourra pas de toute façon avoir la même consommation demain en renouvelable qu'on l'a aujourd'hui en nucléaire. Et ce scénario donc, est vraiment un scénario très précis, c'est vraiment très intéressant. Moi je vous invite à le consulter. Il y a des vidéos explicatives, il y a des synthèses en quelques pages, il y a des choses beaucoup plus détaillées. Et donc ce scénario explique qu'on fermerait la dernière centrale nucléaire en 2035. Et qu'en 2050, on atteindrait la neutralité carbone, donc c'est-à-dire qu'on n'émettrait pas plus de carbone que le carbone qui peut être capté par les forêts, par exemple. Donc vraiment un scénario de transition énergétique complet. Et voilà, ce que je veux dire aussi sur les renouvelables, c'est que ce scénario, en gros, dû à ce que je disais au début, de la sobriété et l'efficacité, on aurait besoin plus qu'1 tiers de l'électricité qu'on consomme actuellement. Donc il y a vraiment une baisse drastique des besoins en électricité. Voilà, donc ça c'était un scénario qui avait été lancé par une association voilà, de gens qui avaient envie de travailler sur un scénario, qui a longtemps été critiqué en fait, parce que c'est plus simple de dire que c'est pas possible. Et en fait, plus récemment, il y a l'ADEME, donc, qui est un des organismes d'État qui travaille sur des questions de mobilité, d'énergie, enfin un certain nombre de choses, qui a sorti aussi son scénario 100% renouvelable 2050. Et voilà, donc ça montre qu'il y a 2 scénarios qui existent et qu'il est donc possible de la faire, cette transition. L'association Négawatt, ces personnes qui ont écrit ce scénario, c'est des ingénieurs. Hein. On est quand même sur des personnes qui maîtrisent la question. Et en parlant de personnes qui sont fermement opposées et qui connaissent bien la question, ça me fait penser, et en fait du coup c'est un parallèle avec ton parcours à toi, il y a une autre structure qui est pas forcément qui est très fortement anti-nucléaire, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Greenpeace. Le chargé de campagne qui s'occupe des questions nucléaires, il a bossé 20 ans chez Areva quand même. Yannick Rousselet. Les personnes qui parlent de ces questions-là ne sont pas juste des personnes qui se sont dit « Ah ouais, non, mais nucléaire, c'est trop nul, faut partir ». Dans le cas d'Alexandre, il a bossé chez Areva avant de partir chez Nertop. Et dans le cas de Yannick Rousselet, c'était le cas. C'est des personnes qui ont bossé, qui se sont rendues compte qu'il y avait des solutions qui n'étaient pas forcément vertueuses et qu'il y avait plein de problématiques au niveau de la production. Dans le cas du nucléaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très, très importante production d'énergie au niveau du cœur du réacteur, sauf qu'après, quand on transforme et qu'on passe de lignes de très haute tension à des lignes de haute tension et qu'on arrive au niveau de votre prise, on a perdu 80% de l'énergie produite initialement. Si vous faites un feu de bois dans une cheminée qui est bien isolée, vous avez 95% d'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% de perte entre la chaleur qui est produite au cœur du feu et l'énergie qui est reconstituée dans l'espace. Vous imaginez, du coup, dans le cas du nucléaire, ça veut dire que, au-delà de la production d'énergie, toutes les questions qui sont des questions géopolitiques,
sur où est-ce qu'on va récupérer l'uranium, comment est-ce que c'est transformé, etc., qui sont connectés et qu'il faut revoir que pour avoir la quantité qu'on a, en amont, il faut produire énormément. Ouais, effectivement, sur le nucléaire, les grandes tours que vous voyez à côté, qui sont ce qu'on appelle les tours aéro-réfrigérantes, qui permettent en fait de refroidir le circuit primaire où il y a la réaction nucléaire, les fumées, enfin, en fait, c'est de la vapeur d'eau qu'on voit. En fait, tout ça, c'est perdu, quoi. On perd effectivement 80% d'énergie, ça bouillonne dans le réacteur et avec ça, on arrive à entraîner des turbines à faire de l'électricité, mais après, il faut refroidir pour injecter l'eau froide dans le circuit. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu aberrant de se dire on fait une cocotte minute, on a de la chaleur, cette chaleur, on la transforme en électricité. Ensuite, l'électricité, on l'achemine sur des lignes très haute tension où il y a des pertes. Beaucoup de pertes, et puis ensuite ça arrive chez vous, et qu'est-ce qu'on fait? On refait du chauffage avec ça, alors qu'en fait il y avait du chauffage bien avant et en plus grande quantité. Ce qui permet aussi de parler de la situation du chauffage électrique en France. En fait, le chauffage électrique, c'est quelque chose qui a été vraiment poussé par EDF à l'époque pour justifier de son programme de construction de centrales électronucléaires. Du coup, le standard à un moment, c'était dans les bâtiments neufs, on n'équipe que de chauffage électrique, et souvent les chauffages électriques que vous connaissez peut-être sont ce qu'on appelle un peu les grippins, qui, voilà, on l'allume, ça chauffe, on l'éteint, il n'y a plus rien, il n'y a aucune inertie, enfin, voilà, bon, ça c'est en train d'évoluer aussi, mais voilà, tout ça pour dire que on s'est un peu enfermé aussi dans ce truc de se dire on a du chauffage électrique, donc il faut de l'électricité, donc il faut beaucoup d'énergie, donc il faut du nucléaire, donc voilà, il y a ces usages-là à revoir. C'est moi qui fais ça. Et voilà, et donc en France, on a un gros problème en hiver, j'en ai un peu parlé, qui s'appelle la thermosensibilité, c'est-à-dire qu'en France, dès qu'il fait froid, tout le monde chauffe, et en fait, quand on perd 1 degré de température extérieure, il y a un appel de puissance électrique de l'ordre de 2400 MW, et donc ça représente 2 centrales nucléaires. En fait, à chaque fois qu'on perd 1 degré en hiver, il faut trouver l'équivalent de 2 centrales nucléaires. Donc ça va bien jusqu'à une certaine température, puis après il faut trouver de l'énergie dans les pays transfrontaliers, importer de l'énergie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. C'est ce qui explique un peu ce scénario négawatt, de dire voilà, il faut revoir ce chauffage électrique, il faut revoir l'isolation des bâtiments, et puis enclencher la suite. Et si on rentre dans le détail du coup des énergies renouvelables, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du potentiel qu'il y a en France, enfin de l'existant, de ce que représente l'existant et du potentiel? Alors, j'ai pas les chiffres de l'existant sur moi aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Par contre, le scénario négawatt justement et les scénarios ADEME projettent en fait le besoin en nombre d'emplois à différents horizons. Et donc, pour donc cette transition énergétique, Négawatt dit qu'en 2030, il y aura 400 000 emplois supplémentaires, et en 2050, on est dans l'ordre de 600 à 700 000. Et c'est vraiment des emplois supplémentaires, donc c'est pas... c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura du coup moins d'emplois dans le nucléaire, parce qu'il y aura plus les centrales, plus besoin de conception, etc. Mais, donc c'est des emplois créés en plus. Donc il y a vraiment des milliers d'emplois qui vont être créés, et Négawatt a même alerté à un moment sur le fait qu'il sera nécessaire de former rapidement en fait les personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi à ça, parce que c'est pas voilà, on a besoin de faire cette transition, mais il faut aussi que les gens soient qualifiés, que les formations existent. Excuse-moi, parce que je voyais que ça faisait écrivait off quand ça faisait des petits bruits, donc je sais pas, il y a un truc. Tu vois, mais là ça c'est éteint, mais est-ce que ça... Oui, là ça marche encore. C'est pas grave. Ça marche. Bon. Oui, je t'en prie, même si ce n'est pas de ta faute. Merci. Voilà, donc il y a vraiment un nombre d'emplois à créer dans les renouvelables impressionnant. Alors, on parle de transition énergétique, donc il n'y a pas forcément que la production d'électricité, il y a aussi le bâtiment, c'est un des gros piliers du scénario Négawatt. Donc il y a, je crois que c'est quelque chose comme j'avais noté, voilà, 126 000 emplois à créer d'ici 2025 pour rénover en fait les logements qui sont en précarité énergétique, mal isolés, etc. Donc il y a des emplois en fait dans toutes les filières à la fois techniques, mais aussi, enfin Laura l'a dit un peu tout à l'heure,
le type d'emploi. Enfin, il n'y a pas besoin que d'ingénieurs, il y a aussi besoin de gens dans le marketing, dans la vente, dans le digital. Enfin, voilà, il y a vraiment des emplois. Si je prends l'exemple d'Enercop, je vous rassure, les 100 employés à Paris, là, on n'est pas que des ingénieurs, il y a vraiment des profils divers et variés. Donc on a des gens dans la communication, des gens voilà, les ressources humaines, il y a de la vente, donc il y a des commerciaux, il y a des chargés de clientèle, un peu la hotline, enfin, vraiment, il y a vraiment tous les métiers. Oui, il y a l'informatique, voilà, on regarde tous les profils. Ce que tu dis sur justement le bâti et du coup toute cette phase, on parle bien sûr beaucoup moins des questions d'isolation. C'est clair que c'est juste beaucoup moins sexy que les énergies renouvelables. Parce que forcément, parler des énergies renouvelables, on voit la dimension d'innovation, et c'est la création, la construction, on met du neuf, on propose quelque chose, alors que l'isolation, c'est sûr que de dire, alors on va mettre une toile et puis on va insuffler de la ouate de cellulose, ça coûte pas très cher, mais pourtant ça fait toute la différence. C'est des sujets qui sont moins populaires, et pourtant, comme disait Alexandre, et ce que dit le scénario Négawatt, c'est ça sert à rien de passer au volet énergie renouvelable si on n'a pas déjà travaillé avant sur la question de réduire la conso. Il y a une part qui est du gaspillage pur au niveau de la consommation. On parle des lampes éclairées, mais bon, là c'est même pas de ce registre-là. Mais on peut baisser la température la nuit parce qu'on n'a pas besoin qu'il fasse 22 degrés dans toutes les pièces. Et puis après, comment sur l'efficacité énergétique? Je sais que c'est ce que tu as déjà dit. Mais vraiment, c'est pour insister sur ces premières parties qui sont au final essentielles, parce que ce sont eux les négawatts. Ces watts négatifs qu'on n'a pas besoin de produire. Et tout ce qu'on n'aura pas besoin de produire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher du silicium, ça veut dire, on parlait tout à l'heure du PowerPoint, c'est que du coup, sans PowerPoint, on fait un truc un peu low-tech. C'est pareil. C'est du coup toutes ces solutions qui sont les plus rapides à mettre en œuvre. Et sur la question de l'isolation, on voyait, c'est combien? On perd 10% par les fenêtres, 10% par le sol, 10% par le toit. Non, les fenêtres c'était plus. Je ne sais plus quels étaient les pourcentages, mais en gros, si vous êtes en appart ou selon si vous êtes en maison, ça ne va pas être pareil, puisque l'avantage de l'habitat collectif, c'est que forcément, on va pouvoir quand même chauffer collectivement plus facilement un espace. Et si vous en sortez bien, si vos voisins du dessous chauffent bien, c'est pratique en termes d'économie. Si vos voisins du dessous chauffent, c'est hyper facile de passer chez Enercop, honnêtement. Parce que si vous êtes au chauffage électrique, le plus chiant après, objectivement, au quotidien, vous n'êtes pas au chauffage électrique, sauf si vous avez 200 mètres carrés à chauffer, mais ça passe, quoi. Donc, sur cette histoire d'isolation, il y a encore tout un plan, je trouve, à rendre aussi sexy que les renouvelables, quoi, pour motiver les gens aussi à voir l'intérêt de ce secteur, parce que les personnes qui travaillent sur les questions d'isolation, il y en a beaucoup, du coup, côté transition écologique, dans les éco-constructeurs ou dans tout ce qui va être rénovation écologique. Mais on voit moins ces choses-là à Paris, alors qu'en fait, beaucoup de bâtiments parisiens, et notamment tous ceux qui ont comme ça des fenêtres, des vieilles fenêtres, sont des passoires thermiques. C'est-à-dire que si vous faites on sait quoi, c'est une photo thermique, c'est ça, comme ça qu'on dit? Et vous voyez en fait du coup les murs bleus, et puis vous voyez les fenêtres qui sont rouges, et en fait c'est toute la chaleur qui va partir par là. Donc il est clair qu'il faut repartir de ça. Et ça va nous permettre aussi de faire un point avec énergie citoyenne. Oui. Oui, alors en fait, je ne l'ai pas vraiment présenté quand j'ai parlé d'Enercop au début. Nous, notre volonté, en fait, c'est aussi de développer ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Donc c'est par là, on entend en fait la réappropriation du secteur de l'électricité par les citoyens. En France, on a eu... L'histoire a fait qu'il y a eu une grande centralisation après De Gaulle avec la création d'EDF et la disparition en fait, du fait que l'électricité était gérée par les villes à l'époque, ou des ensembles de villes, ce qui n'est pas le cas par exemple si vous allez en Allemagne. En Allemagne aujourd'hui vous avez, je crois que c'est quelque chose comme 900 fournisseurs d'électricité, mais en fait qui fournissent sur leur zone en fait, géographique à l'échelle d'une ville ou d'une plus grande ville. Voilà, donc en France nous on a voulu tout centraliser et
quelque part, cette centralisation a aussi retiré le fait que le citoyen s'intéresse à ça. Aujourd'hui, on allume un interrupteur, la lumière s'allume et on ne se pose pas forcément de questions. Et bon, tant mieux, en fait, on a l'électricité, c'est bien. Mais voilà, il faut aller voir aussi ce qu'il y a derrière la prise pour comprendre. On a parlé du nucléaire. Nous, voilà, ce qu'on essaie de pousser, donc, c'est le fait que des citoyens se regroupent sur des territoires pour monter des projets de production. Donc ça peut être typiquement des parcs éoliens. Il y a pas mal d'exemples en France où des citoyens se sont regroupés, ont monté des sociétés de production et ont fait sortir de terre un parc éolien uniquement avec leur envie d'avancer, bien sûr, avec des appuis techniques, etc. Et c'est eux qui détiennent le parc, en fait. Hein. C'est eux qui sont dans la gouvernance de la société de projet qui détient le parc. C'est eux aussi qui voient les bénéfices retomber de la production d'électricité, parce que produire de l'électricité, mine de rien, ça rapporte aussi un peu d'argent. Et donc, Enercop a une structure sœur, enfin une structure qu'elle a créée qui s'appelle Énergie Partagée. Il faut aller voir plus d'informations sur leur site internet. Et en fait, qui aide justement les collectifs de citoyens en France à développer les énergies renouvelables. Donc je parlais des parcs éoliens, mais on a aussi des citoyens qui se regroupent pour dire voilà, moi je suis dans un petit village, il y a 6000 habitants, il y a des toits, il y a du soleil, mais il n'y a pas de panneaux sur ces toits. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller démarcher la mairie, voir s'il y a des ateliers, est-ce que sur la mairie on ne peut pas installer des panneaux? Voilà, donc des citoyens qui se retroussent les manches pour développer l'énergie renouvelable sur leur territoire. Voilà, donc se réapproprier en fait la question de l'énergie, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est assez flou pour la personne lambda de savoir ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'ils peuvent changer de... Oui. Moi je ne savais pas il y a... ce soir que c'est possible de quitter EDF pour changer de fournisseur. Je ne savais pas il y a 1 an. D'accord, ouais. Ça va là. Alors en fait, c'est vrai que c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Il y a eu une étude du médiateur de l'énergie, je crois que c'est date d'il y a 2 ans maintenant. Donc il y a 2 ans, un Français sur 2 ne savait pas qu'il pouvait changer de... Voilà, donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, je pense que ça commence à venir. Bon, il y a encore énormément de gens qui ne le savent pas, mais il y a énormément il y a de plus en plus de fournisseurs de concurrence en fait sur ce segment. Il y a un peu une... Comment dire, il y a les 3 grands, enfin il y a EDF historiquement, il y a Engie et puis il y a Total maintenant qui arrive en force sur ce créneau-là, et il y a un certain nombre de petits comme Enercop. Et voilà, on voit de la publicité, il y a eu des campagnes massives, je pense à Engie qui a fait énormément de publicité l'année dernière, enfin c'était dans toutes les stations de métro, c'était impressionnant. Donc voilà, on en parle de plus en plus et du coup les gens ça commence à arriver, mais effectivement il faut en parler aux gens, il faut leur expliquer. Après les gens effectivement se disent mais attends, ça veut dire qu'on va changer, on va venir tirer des nouveaux câbles, changer mon compteur. Non, effectivement tout ça, ça se fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça se fait vraiment en 5 minutes pour changer de fournisseur. Alors même si vous n'allez pas chez Enercop, mais si vous changez de fournisseur, vous faites ça en ligne, ça prend quelques minutes, comme si vous changez de fournisseur de téléphonie mobile. Parce que, une seconde pour la question. L'idée c'est que du coup tous les fournisseurs travaillent avec ERDF, qui eux s'occupent du réseau. Alors ça s'appelle Enedis maintenant. Ah, c'est Enedis, pardon. Mais d'ailleurs, RTE c'est l'ancien. Non, RTE c'est celui qui gère le transport, donc c'est vraiment les lignes trop haute tension. Et Enedis c'est la distribution, c'est jusqu'au logement. Merci. Et du coup, eux, ils gèrent ça, et c'est les PDV, c'est ça? PDL, les points de livraison. Points de livraison. Et du coup, dans votre appart, il y a le numéro de votre point de livraison, et donc c'est tout ce que votre fournisseur il a besoin de savoir, parce que du coup, le PDL permet de savoir heure pleine, heure creuse, et en gros, avec ça, votre consommation, et du coup, il vous facture. Comme c'est pour ça qu'il n'y a personne qui vient chez vous, c'est pour ça que c'est rapide. Vas-y, non, tu voulais rajouter quelque chose? Question, bon. Vas-y. Moi, je vais juste revenir sur l'énergie partagée. Oui. Ça veut dire que si j'ai envie de convaincre tous les propriétaires de l'immeuble, etc., ou même les locataires, on peut installer par exemple des panneaux solaires sur le toit. Ouais. Voilà. Je peux me servir de ça. Ouais, alors je sais pas si tu habites sur Paris même, il y a une association aujourd'hui qui s'appelle Enercitif, alors ça s'écrit Ener-CIT, je crois que c'est apostrophe IF à la fin, qui est donc une association qui existe aujourd'hui. Ils sont en train de se monter en coopérative et eux leur but c'est de développer le photovoltaïque dans Paris, et donc ils sont en lien avec la mairie à chercher des toitures, donc tu peux déjà te rapprocher d'eux, ce sera déjà plus direct que Énergie Partagée qui coordonne plutôt les associations, mais voilà. Et donc voilà, ça commence à décoller aussi en région parisienne. C'est vrai que le solaire,
il y a une époque, on le voyait plutôt dans le sud. C'est vrai que ça s'est énormément développé dans le sud. Et aujourd'hui, avec la chute en fait, des coûts des panneaux photovoltaïques, ça commence à avoir le coup d'en installer dans nos latitudes et même plus au nord. Donc effectivement, moi je te conseille de te rapprocher de cette association. Après, il faut voir, voilà, est-ce que c'est un bailleur social, est-ce que c'est un immeuble privé. Enfin voilà, après il y a des questions à voir. Est-ce que malheureusement, on ne peut pas installer du solaire partout sur Paris. En fait, il y a des contraintes techniques. Il faut que les toits soient bien inclinés, idéalement inclinés au sud, qu'il n'y ait pas de chemin de ventilation, enfin des choses qui gênent. Donc c'est pas possible partout. Mais c'est bien parce que cette question me permet de rebondir sur le fait qu'il y a un potentiel en fait à Paris. Il y a eu des études donc, de l'APUR, qui est un cabinet d'urbanisme parisien. Dans Paris, en fait, il y a un potentiel. J'ai plus les chiffres en mètres carrés, je crois que c'est 400 000 mètres carrés. En tout cas, j'avais regardé, ça fait l'équivalent de 60 terrains de football à couvrir en panneaux photovoltaïques de façon assez simple. Et après, on pourra aller chercher des toitures qui sont un peu plus compliquées, qui sont moins bien orientées. En fait, quand on cherche une bonne orientation, c'est pour produire le maximum parce que le panneau a un certain coût. Les panneaux solaires continuent à baisser, en fait, la chute des prix est impressionnante. Et donc bientôt, on pourra installer des panneaux sur des façades est ou ouest. C'est sûr qu'on ne produira pas certaines heures de la journée, mais ça vaudra le coup. Voilà, et sur le potentiel photovoltaïque, j'avais regardé aussi, je regarde mes notes, mais sur le Grand Paris, on parle de l'équivalent de donc 2 millions de mètres carrés, ça équivaut à peu près à 300 terrains de foot sur le Grand Paris. Ça, c'est des estimations a priori conservatrices, donc il y a vraiment de quoi développer le photovoltaïque en région parisienne et de se réapproprier ces questions-là. Voilà. D'accord. Et juste une dernière, Enercetif, du coup, ils nous donnent la liste un peu de toutes les questions techniques qu'il faut... Ouais, alors, c'est vraiment une association qui s'est lancée il y a 1 an et demi, qui se structure. Donc eux, ils pourront t'aider, mais c'est déjà voir le statut du bâtiment, est-ce que c'est un bailleur privé, est-ce que c'est un bailleur social, Mais ces questions-là, Oui, ils t'aideront, oui, bien sûr, voilà. Merci. Ça tombe bien, on est parfait au niveau du timing, genre il est 8h03. Ce qui veut dire qu'on passe en mode questions-réponses. Donc vous pouviez déjà, mais voilà, là c'est vos questions qui vont faire l'échange. Alors, attendez, il y avait la première main, je t'avais repéré. Derrière, Alors, d'abord tout derrière, puis juste devant, puis il y en a 2 là-bas, déjà. Ok. C'est juste une question personnelle, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire de mettre du photovoltaïque c'est une vraie question, dans le sens où j'ai l'impression que c'est l'électricité qui repart chez EDF, qui revient chez nous et il y a de la perte. Alors, effectivement. Et c'est pas des matériaux qu'on peut recycler. Ouais, alors j'ai hésité à rebondir, mais en fait, techniquement, en fait, l'électricité, elle fait le plus court chemin. Donc quand on dit on installe des panneaux sur un toit et on revend à EDF, en fait, vous revendez, mais c'est virtuel. En fait, l'électricité qui est produite sur votre toit, si c'est, je sais pas, à 2h, à 14h l'après-midi et que vous avez une machine à laver qui est lancée, en fait, les électrons, ils vont du panneau à la machine, même si physiquement, vous revendez d'abord l'électricité à EDF et ensuite vous rachetez l'électricité, je sais pas, à Enercop, à Total, pour alimenter le logement. Donc, j'espère que j'ai bien saisi ta question, mais en tout cas, installer des panneaux à proximité des lieux de consommation, c'est même l'idéal. Ça évite ce qu'on a avec les centrales nucléaires, ce qu'on appelle les THT, donc c'est les lignes très haute tension qui sont dans le paysage. Alors on pourrait aussi parler des éoliennes et du paysage, c'est un autre sujet, mais en tout cas ces lignes très haute tension génèrent énormément de pertes, donc il vaut mieux avoir une production qui est proche du lieu de consommation. Et aujourd'hui en train de se démocratiser ce qu'on appelle l'autoconsommation, donc c'est assez nouveau, ça fait quelques années que ça démarre et il y a un cadre légal qui est enfin posé depuis 1 an ou 2, où le principe c'est effectivement de dire j'ai mes panneaux sur mon toit et je consomme ce que j'ai produit. Et il n'y a plus du coup de flux financier, je revends toute mon électricité et je rachète toute mon électricité. En gros, je vends ce que je n'ai pas consommé et j'achète quand il y a un nuage ou quand c'est la nuit pour consommer. Je ne sais pas si ça répond. Sachant que du coup, 2 choses, les électrons sont flemmards. C'est pour vous aider à mémoriser le truc, c'est que effectivement, l'histoire de la production, même si vous êtes cliente chez Enercop, en vrai, peut-être que l'électron qui va faire tourner votre chargeur de téléphone, c'est un électron nucléaire. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. C'est la quantité des électrons qui sont dans le circuit. Ça veut dire qu'à chaque nouveau client d'Enercop, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'électrons d'origine renouvelable qui sont dans le circuit. Et qui du coup injustifient la présence de nucléaire en France. Donc plus être client,
moins on aura de raisons de continuer à entretenir des centrales, à garder Fessenheim qui juste... Alors ça, en termes de super centenaire, Fessenheim, pour le coup, mauvais exemple. Oui, juste pour prendre une image pour le réseau électrique, pour que ce soit peut-être plus clair pour vous, en fait, on peut imaginer, en gros, imagine une baignoire qui est pleine d'eau et plein de tuyaux qui partent. Donc il y a des tuyaux qui vont tirer de l'eau, donc qui vont consommer, et il y a des producteurs qui vont amener de l'eau. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours cette baignoire à peu près pleine. C'est vraiment une image parce qu'en fait, on ne stocke pas l'électricité, contrairement au gaz par exemple ou à l'eau, mais c'est pour donner l'image. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça c'est pour comprendre un peu physiquement ce qui se passe, mais ce qu'il faut voir pour rebondir sur ce que disait Laura, quand vous êtes chez Enercop, nous c'est le flux financier qui nous intéresse, c'est-à-dire vous allez payer 1 euro sur votre facture de consommation, nous cet euro, on va le reverser à un producteur d'énergie renouvelable. Effectivement, peut-être que l'électron il vient de la centrale nucléaire d'à côté ou de la centrale à gaz, mais il y a une traçabilité en fait financière du consommateur vers le producteur. Et du coup, juste par rapport au fait que ce soit pas recyclé, les matériaux, est-ce qu'on est sûr que le fait qu'il y ait plein de citoyens qui aient leurs panneaux solaires sur leur toit, c'est peut-être une vraie connerie, mais ce sera pas pire que les déchets produits et centralisés en fait Ouais, alors en fait, là je reviens, moi c'est vrai que quand on parle de problématiques on va dire de matières premières, moi je reviens toujours sur Negawatt qui dit qu'il faut diminuer la consommation avant de produire. Bon, désolé, je le redis, mais c'est vraiment important. Sur l'histoire des déchets, les déchets nucléaires, on a beau dire c'est centralisé, en fait aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui on imagine un centre de stockage là, donc, à Bure, dans la Meuse, où on veut enfouir des déchets à 500 mètres de profondeur, fermer la porte et puis prier pour que ça se passe bien. Et puis aujourd'hui, il se pose même des questions sur comment on va signaler pour les prochaines générations, dans 2000, 10 000 ans, qu'en dessous il y a des déchets nucléaires, il ne faut pas creuser parce que voilà, on ne sait pas en fait dans 10 000 ans si on parlera la même langue. Enfin voilà, cet aspect-là du projet est assez intéressant parce qu'on ne sait pas voilà, comment prévoir les choses à très long terme. Et là, on parle de stockage pour des milliers, des dizaines de milliers d'années. Donc aujourd'hui, les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, un panneau photovoltaïque, les industriels disent qu'il est recyclable à 95%. Un panneau photovoltaïque, pour simplifier, hein, c'est principalement un panneau en verre, derrière du silicium, donc, qui est produit à partir de sable, et un cadre en aluminium qui pince le tout, et puis après il y a quelques petits circuits électroniques. Et donc c'est vraiment recyclable, et aujourd'hui un panneau solaire n'a pas vraiment de limite de durée de vie aussi. Les panneaux solaires aujourd'hui sont conçus pour durer une trentaine d'années. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un panneau solaire, il s'use progressivement. Donc il va produire de moins en moins au cours de sa vie. Mais au bout de 30 ans, il continue à produire. Donc en fait, on peut laisser le panneau. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le choix de dire bah non, mais je rachète des panneaux parce que je vais produire plus, parce que les panneaux sont plus performants, etc. Donc il y a aussi ça, voilà, c'est pas parce que le panneau arrive en fin de vie qu'on est obligé de le changer. On peut imaginer les consommations vont continuer à décroître. Et qu'on pourrait garder ces panneaux-là. Donc, ouais, ça reste un débat, mais voilà, aujourd'hui, entre des déchets qu'on ne sait pas gérer, les déchets nucléaires, et des déchets qu'on sait recycler, voilà, je pense que le choix est quand même assez vite fait. Je crois qu'il est à moitié rendu là. C'est pas grave, je parlerai pas. Pour les autres questions, je vous propose que du coup vous posiez 3-4 questions, je les note, parce que du coup si elles se croisent comme ça, on optimise. Alors du coup, tu avais une question, ouais. Je rebondis un peu sur les déchets. En fait, par rapport aux panneaux solaires, c'est pas vraiment un problème de recycler. C'est juste qu'il n'y a pas de marché pour l'instant de recyclage parce qu'on n'a pas assez de déchets de panneaux solaires. Alors, on aura assez, il y aura forcément un marché là-dessus et on pourra recycler tout ça. Et sinon, ma question, c'est en fait une question sur le projet de loi sur la privatisation des barrages hydrauliques. Et j'aimerais savoir l'avis de Enercop voilà, sur ce sujet. Merci. Ok. Merci. D'accord, merci. Hop, vas-y.
C'était une question un peu plus sur ton parcours personnel en fait, sur justement comment tu avais entamé ta transition et tu as dit que tu avais pu commencer par un temps partiel à 80%. Et comment ça s'était passé avec ton employeur de l'époque? Est-ce que ça avait été facile à négocier? Comment tu l'avais justifié? Ok, encore deux. Vas-y. Moi, c'était une question. Megawatt, il préconise de faire d'abord travailler sur la sobriété et vraiment les énergies renouvelables viennent en dernier. Ma question, c'est est-ce que aujourd'hui, on voit beaucoup tout ce qui est solaire et éolien, enfin c'est la photovoltaïque et éolien, mais on voit rien sur la sobriété. J'aimerais savoir s'il y a des associations, il y a des organismes qui travaillent sur la sobriété en France. D'accord. Vas-y. Peut-être pour finir sur l'aspect technique là-dessus, mais le 100% renouvelable, je pense que c'est très bien, c'est un objectif. Mais d'un point de vue technique, je pense qu'il y a quand même des points sur l'aspect réseau électrique à soulever, mais la stabilité d'un réseau, la charge unique qu'il faut avoir dessus, comment on assure un pic d'énergie, un soir d'hiver où il n'y a pas de vent, c'est sombre, etc., comment on assure. Et d'un point de vue surface nécessaire, si on reste à l'isoconsommation d'énergie, si on veut transposer le gigawatt du nucléaire, comment on le transpose par exemple sur le solaire, enfin, qu'est-ce que ça engendre d'un point de vue aussi écologique, est-ce qu'on utilise des surfaces qui sont potentiellement utilisables pour l'agriculture, ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi derrière ça. Et j'en profite tant que j'ai la parole, plus sur ton parcours là, pour le coup. Qu'est-ce que tu as mis en avant de ta candidature quand tu as voulu changer de domaine? Parce que voilà, un petit peu, si tu es resté un peu peut-être sur la même compétence, qu'est-ce que tu as su mettre en avant pour le parler? Ok, merci. Du coup, on a 4 questions. Tu veux que je te les redise? Non, c'est bon, je pense, pour le début. Donc, sur le marché du recyclage, je suis en partie très d'accord avec toi. Aujourd'hui, il y a la première usine de recyclage qui va fonctionner, qui est près de Gardanne, bon, malheureusement qui est gérée par Veolia, mais c'est pas grave, il faut aussi recycler les panneaux. Donc l'usine de recyclage existe et je crois qu'aujourd'hui il y a quelque chose comme 600 tonnes de panneaux qui sont prêts à être recyclés. Mais en fait, on peut voir deux choses dans les panneaux usagés. Il y a le recycler, donc revenir à une matière première, enfin les démanteler. Mais il y a aussi les mettre à... Enfin, il y a un marché d'occasion aussi qui va décoller parce que, comme je le disais, en fait, un panneau, il n'est pas mort, quoi. Il produit moins. Donc en fait, et je sais qu'il y a des projets citoyens, alors je crois que c'est dans le sud, qui cherchent à acheter des panneaux d'occasion pour faire un système photovoltaïque à moindre coût, puisque du coup ça vaut plus grand chose, mais qui produira quand même de l'électricité. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas encore les volumes pour envisager la suite, mais ça arrive. Et ta question? Il y avait le projet de loi sur la privatisation oui. des barrages hydrauliques. Alors là, je ne pourrais pas me prononcer, c'est vrai que c'est assez récent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avis tranché d'Enercop. En fait, nous, on y voit un intérêt parce que le fait que ces barrages soient privatisés, ça veut dire qu'on pourrait accéder à l'achat de l'électricité qui est produite. Aujourd'hui, toute l'électricité produite par ces barrages, elle est captée par EDF et nous, on n'y a pas accès. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on se dit ça fait de l'électricité dont on pourrait s'approvisionner pour nos clients. Et après, mais ça pose énormément de questions sur est-ce qu'il vaut mieux pas maintenir un service public, parce que EDF c'est plus non plus le service public, mais avoir quelque chose de mieux cadré et pas effectivement ubériser les barrages, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin faire de la maintenance au minimum, arriver à des situations effectivement qui ne seraient pas idéales. Mais voilà, aujourd'hui, pour nous, on voyait ça comme une opportunité intéressante, mais on sait que ça pose pas mal de questions et on n'a pas de position tranchée là-dessus. Sachant que sur les barrages, la question, selon moi, qui est fondamentale, c'est plus la taille du barrage et du coup l'impact qu'il a sur l'écosystème alentour. Ouais, ça c'est une vaste question sur effectivement l'électricité hydroélectrique a un impact, effectivement, elle vient perturber un cours d'eau, donc elle vient perturber un écosystème complexe, on peut résumer ça aux poissons, mais il y a aussi la sédimentation, enfin il y a plein de choses. Donc de toute façon en France on ne construit plus beaucoup de nouveaux barrages, en gros on réhabilite des barrages surexistants où il y a déjà eu un impact, avec des normes aujourd'hui environnementales qui permettent ce qu'on appelle les passes à poissons, que les poissons puissent remonter ou descendre derrière. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais c'est sûr que idéalement il vaudrait mieux qu'il n'y ait aucun barrage en France, mais à un moment il y a l'existant et il y a vers quoi on veut aller.
Il y a eu 2 questions techniques et après il y a eu 2 questions sur ton parcours. Est-ce que je peux avoir en fait, le barrage, ouais. C'est par rapport à la sécurité, surtout que en fait, on se pose beaucoup de questions, voilà, parce que apparemment on utilise les barrages pour réguler le réseau, et donc le fait que ça soit privatisé. Pour réguler, pardon, j'ai pas entendu. Pour réguler justement le réseau électrique, parce que tout à l'heure vous avez parlé de l'électricité, on ne peut pas le stocker. Oui. En fait, c'est pas totalement. Oui. Voilà. Je ne suis pas allé dans les détails techniques. Mais... Voilà, parce que les barrages peuvent fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire repomper l'eau voilà, pour le stocker au-dessus, pour pouvoir stocker tout simplement l'électricité en énergie potentielle. Mais bon, c'est voilà, par rapport à ça, est-ce que... En fait, en France, on a de la chance d'avoir... alors là, pour le coup, la centralisation elle est intéressante avec RTE, le réseau de transport d'électricité, qui vraiment gère tout le réseau et qui actionne justement ces acteurs en cas de pic de consommation, en cas de besoin du coup d'énergie. Donc derrière, il y a quand même un acteur fort qui est là pour s'assurer de la bonne gestion du réseau et du fait qu'un Français a toujours de l'électricité derrière sa prise. Je ne sais pas si ces inquiétudes sont fondées ou pas, on pourra en débattre, mais j'ai pas beaucoup plus d'éléments à donner. Alors du coup, je reviens avec mes questions. Il y en a 2 encore un peu techniques et 2 qui sont plus sur ton parcours. Il y avait... Ah oui, pourquoi est-ce qu'on parle plus au final d'énergie renouvelable que sobriété? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser là, je suis un peu sec sur la question, je ne sais pas, il faudrait rechercher s'il y a des structures qui existent. Nous, chez Enercop, au démarrage du projet, l'idée c'est déjà d'avoir un fournisseur d'électricité renouvelable pour mettre en avant le fait que l'électricité renouvelable ça existe, qu'on peut la commercialiser et qu'il y a des acteurs alternatifs au tout nucléaire d'EDF. Mais on a aussi des personnes chez Enercop qui travaillent sur les économies d'énergie, la maîtrise de l'énergie. Et donc aujourd'hui, Enercop, ça se traduit plutôt, les personnes qui travaillent là-dessus, par de l'accompagnement, soit chez des privés, pour leur parler d'éco-gestes, de voir comment réduire leur facture d'extrait avec des gestes simples, mais qui sont d'avoir des multiprises pour éviter les appareils en veille, couper les multiprises, faire des machines à laver moins chaudes parce que ça consomme énormément. Enfin voilà. Et il y a aussi de l'accompagnement des professionnels. Donc par exemple, nous on travaille beaucoup avec le réseau Biocop, là, donc du commerce de produits bio, pour les conseiller sur l'éclairage, sur les frigos, parce que c'est des gros consommateurs etc. dans ce genre de magasin. Donc voilà, c'est un peu sur ces thématiques-là qu'on travaille, mais il y a probablement à trouver, mais il y a probablement des sociétés qui font du conseil là-dedans, parce que clairement, économiser de l'énergie, c'est bien pour produire moins, mais ça fait surtout des économies d'argent pour la personne qui le consomme. Donc, ce qui dit économie d'argent, dit que derrière, il y a quand même un espèce de business sur le conseil là-dedans. Donc, je ne saurais pas donner le nom de structure. Alors, il y a les espaces info-énergie. Oui. Tout à l'heure, Alexandre parlait de l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc ADEME si vous avez besoin de chercher des infos. Et les espaces info-énergie dépendent de l'ADEME. Et par exemple, si vous avez des questions sur votre système de chauffage ou sur même globalement vos consommations, ils sont hyper pertinents parce que, alors là, on a eu l'occasion, récit perso, mais c'est l'expérience intéressante, avec mon mari ici présent, du coup, ce soir, on se renseignait sur les questions de chauffage et d'isolation. Et on avait rendez-vous avec une ingénieure d'un espace info-énergie. Donc une personne parce que depuis ça s'est développé, les formations spécifiques autour de l'ingénierie, thermo, de ces questions qui sont hyper techniques et pour lesquelles on a besoin d'experts. Et elle nous a vraiment hyper bien aidé à trouver dans notre cas, de manière désintéressée, elle n'a rien à nous vendre, elle. Par contre, elle arrivait super bien à nous dire, par rapport à votre cas, votre budget, la taille de la maison, nombre de fenêtres, etc., ce qui peut être intéressant pour vous en priorité, c'est de tabler sur ça, puis ça, puis ça. Et du coup, contrairement à un commercial qui voudrait nous vendre une chaudière à bois ou des panneaux solaires ou autre chose, c'est des personnes qui sont hyper techniques. Et ça, ce sont des postes. Quand vous avez quelqu'un qui est à la fois très bon techniquement et qui a un bon relationnel, si du coup, c'est ce que vous aimez faire, vous avez vos talents là-dedans, c'est génial d'avoir quelqu'un qui est super là-dedans. Enfin, on est reparti, on lui a écrit un mail en disant mais vous êtes top quoi, parce que ça faisait super. Elle était ravie du coup, mais c'était important d'avoir, pour refaire le lien avec du coup vos questionnements, d'avoir des personnes qui sont compétentes là-dessus. Et donc les espaces info-énergie, c'est interlocuteur précieux. Oui, et pour rebondir là-dessus, il y a des recrutements régulièrement, enfin ça se développe énormément les espaces info-énergie.
pour ceux qui seraient intéressés par ce métier-là, il y a un centre de formation qui s'appelle l'ASDER, ça s'écrit A-S-D-E-R, à Chambéry, qui justement forme des personnes pour être employés dans des espaces info-énergie. Alors je crois que c'est plutôt dédié à des gens qui sont en reconversion, enfin qui ont déjà, mais bon, vous pourrez vous renseigner. Et voilà, ça permet d'avoir vraiment une formation diplômante, je pense, au bout d'un an, pour travailler dans des espaces info-énergie, pour travailler sur des thématiques de rénovation. Et ça me permet aussi de dire qu'il y a le site du CLER, c'est ler.org, donc ça s'appelait avant Comité de liaison des énergies renouvelables, maintenant c'est une association pour la transition énergétique. Ils ont vraiment une rubrique d'offres d'emploi qui est assez fournie, qui est assez intéressante. Enfin, moi je le recommande. Enfin, voilà. Sur les autres questions, il y avait du coup la stabilité du réseau, qu'est-ce qu'on fait un soir d'hiver, alors effectivement, c'est des questions qui sont à adresser, qui sont en cours de... Le scénario Négawatt là-dessus a vraiment adressé ces questions-là. Pour les pointes de consommation que tu évoquais, voilà, on ne pourra pas se passer aujourd'hui de centrales à gaz d'appoint, mais très performantes. Et l'idée, c'est ce gaz-là de le produire par des énergies renouvelables, donc ce qui s'appelle le power to gas. Voilà, s'il y a des scientifiques dans la salle qui ont envie d'aller là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Et le principe, c'est en fait, on va avoir des moments où on aura trop d'électricité qui sera produite. C'est d'utiliser cette électricité pour produire du gaz par des processus complexes en fait, on utilise de l'eau, on récupère l'hydrogène de l'eau, on vient mettre on vient faire du méthane, du CH4, donc en rajoutant un atome de carbone, ça demande pas mal d'énergie, mais en fait, si on a de l'énergie en trop, on peut produire du gaz qu'on peut appeler renouvelable, produit par l'énergie en trop, et on pourra brûler ce gaz pour les pointes. Donc il y a vraiment des études très poussées, et il y a donc GRT, qui est un peu l'équivalent de RTE sur le transport de gaz, est en train de lancer des prototypes justement là-dessus. Donc ça fait partie des solutions d'avenir très techniques et très complexes à mettre en œuvre pour répondre à ça. J'aimerais rebondir là-dessus, justement, c'est il y a certains types de gaz comme ça qui peuvent être utilisés dans les transports. Oui. En fait, ouais, voilà, le gaz est intéressant parce que il peut faire à la fois donc, de l'appoint en cas de pointe de consommation et à la fois faire rouler des véhicules. Et là, donc moi je parlais du gaz, power to gas, donc issu de renouvelable, mais c'est le même gaz qu'on obtient quand on va faire de la méthanisation de déchets agricoles, par exemple. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est amené à se développer parce qu'il y a vraiment un gisement. Aujourd'hui, les agriculteurs ne font pas grand-chose de leurs déchets. Demain, on les entrepose dans des digesteurs, on récupère le gaz, on le retraite, et ce gaz-là, on peut le réinjecter dans le réseau. Et ce qui est intéressant avec le gaz, tout à l'heure, je disais que l'électricité, ça ne se stocke pas. Là où Guillaume ma baignoire, c'était juste une image. En fait, le gaz, il se stocke dans les souterrains en France. Il y a des endroits où on stocke le gaz. Le gaz aussi est stocké finalement dans les tuyaux qui arrivent jusque chez vous. Il y a une certaine... on peut monter jusqu'à une certaine pression pour stocker du gaz, on compresse. Et donc ça permet aussi d'avoir une énergie qui est disponible quand, on va dire, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, etc. Sauf que en France, on a de la chance, les régimes de vent sont séparés, voilà, il y a du soleil. Bref, les scénarios, de toute façon, le scénario Négawatt va vraiment au fond de ces questions-là. Donc voilà, si tu as envie de creuser, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a les réponses. Et il y avait deux questions sur ton parcours perso. Ouais. Avant qu'on prenne d'autres questions. Ouais. Négociation de ton temps partiel. Ouais. La négociation de mon temps partiel, en fait, moi je suis simplement allé voir, à l'époque c'était la personne des ressources humaines qui s'occupait de la structure, et voilà, je lui ai dit que moi je me plaisais plus forcément dans le boulot que je faisais et que j'avais besoin d'explorer des pistes. Enfin, en fait j'ai été honnête, quoi. J'ai exposé mon truc et en fait ça a bien marché. On a pu trouver des arrangements sur la charge de travail, parce qu'effectivement, si je travaille un jour 2 mois par semaine, il faut que soit le boulot n'est pas fait, soit il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse, il faut que ça s'organise. Voilà, j'étais dans une structure où il y avait une centaine de personnes, donc voilà, ça s'est fait, et ça s'est fait sans trop de problèmes, quoi. Et qu'est-ce que tu as mis en avant sur ton candidature ? Moi, j'ai plutôt mis en avant en fait mon engagement citoyen et militant, quoi. J'ai un peu mis en avant mes compétences, mais qui transparaissaient finalement sur le CV. Enfin, voilà, un diplôme d'ingénieur passé dans certaines boîtes, les gens cernent assez vite tes capacités et ce que tu es capable de faire par rapport au projet que tu mentionnes sur ton CV. Mais voilà, moi, j'ai plutôt mentionné mes engagements associatifs, voilà, l'importance que j'attachais à faire cette transition, à me mettre à disposition de cette transition. Et enfin, finalement, c'était, avec le recul, c'était une lettre de motivation qui paraissait assez simple, mais finalement qui
qui a percuté quand la personne l'a lu, et après voilà, il y a eu les entretiens, les échanges, et ça s'est fait. Enfin, c'est pas, j'ai pas vraiment de secret à dévoiler sur cette lettre qui m'a fait emboucher, quoi. C'était plutôt voilà, mettre en avant ma vision du monde telle que je la verrais un peu plus idéalement que voilà, je veux bosser chez vous parce que NRCOP c'est trop bien. Enfin, si bien sûr faut le dire, mais voilà, plutôt ton état d'esprit, et je pense que des structures comme NRCOP, enfin c'est même le cas, parce que moi j'ai procédé au recrutement de 3 personnes depuis que je suis arrivé. On regarde vraiment cet engagement militant. Enfin, nous, si on a une personne qui travaille à Monsanto et qui fait rien d'autre, ça va pas, quoi. Enfin voilà, il faut qu'il y ait des engagements. Alors moi je dis beaucoup tout souvent militants ou dans l'environnement, mais c'est pas forcément que ça peut être des engagements citoyens, je sais pas, ça peut être dans les scouts, ça peut être voilà, enfin mais voilà, quelqu'un qui s'ouvre à des choses et qui reste pas dans son truc, quoi. On prend encore du coup quelques questions. Alors, il y en avait une ici. Non, c'était où? Ouais. Moi, c'était juste sur la question du power to gas. T'as une idée des rendements que ça peut être? Parce que... Je note. Ok. Deuxième question. Moi, c'était plus sur ton parcours. De savoir si finalement ça t'avait servi d'être avant dans des grands groupes qui parlaient d'autres choses, ou si tu ne pensais pas forcément. Ok. 2 autres questions? S'il y en a. Super. Non, on va même finir à l'heure. Je vais en prendre ces 2 questions. Ouais, alors le Portugal, je suis pas un expert, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Enfin, en plus à NRCOP, on travaille que sur l'électricité, on a un projet de fournir du gaz aussi renouvelable dans les tuyaux prochainement, mais c'est pas le cas. Donc j'ai pas de questions, je pense que tu trouveras la réponse sur internet, mais à contrario, tout à l'heure on disait dans le nucléaire, voilà, on fait une cocotte minute, on n'utilise pas toute la chaleur. Là l'idée c'est vraiment d'utiliser le surplus, enfin tu as une aiguille qui tourne, elle te produit de l'électricité, tu l'utilises, ok c'est un rendement, je vais dire des bêtises, mais si c'est un rendement de 10%, bah, tu auras quand même utilisé l'électricité qui est produite et tu auras voilà, généré du gaz et stocké ce gaz. Donc l'affaire de rendement a moins d'importance, peut avoir moins d'importance. Après, il y a un aspect économique, industriel, effectivement, mais je peux expliquer la question. Et ton expérience dans les moi, je dirais que oui. Enfin, clairement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis content d'être passé chez Areva, mais enfin, c'est forcément très formateur d'être dans un grand groupe, que ce soit sur les processus, les manières de travailler, la rigueur. Enfin, on a beau dire le nucléaire, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses à régler, il y a quand même, voilà, c'est très technique, ça demande une grande rigueur, donc forcément c'est des choses que tu acquiers, enfin, pour moi, pour un employeur dans un autre domaine, enfin, c'est bienvenu de savoir qu'une personne est capable de s'intégrer dans ce genre de structure, d'avoir conduit des projets à bien, donc voilà, moi je pense que c'est intéressant, enfin voilà, c'est pas... Enfin, je pense que c'est une bonne chose. Après, pour moi, ça a été long au moment où je me suis dit, voilà, en 2012, j'aimerais faire autre chose et que j'ai remis 4 ans à arriver à trouver. Voilà, ça peut paraître long, mais... Ça permet de maîtriser le sujet. Oui, il y a aussi ça. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai un métier qui est similaire, mais je fais pas les mêmes choses. Mais effectivement, ça permet enfin, en tout cas, je reste dans l'énergie, donc ça permet quand même de connaître le secteur, le domaine et d'apporter des compétences. Donc, et t'as resté combien de temps à l'INSA? Ça a été un an et demi, je crois, le temps de ce que je disais tout à l'heure, de chercher, de rencontrer des gens, d'essayer de trouver ma voie. Et voilà. C'est un temps qui revient beaucoup. Le moment où vous commencez à vous dire, là, je suis pas bien, et commencez à réfléchir à autre chose, 1 an et demi, 2 ans, c'est souvent ce timing-là qui revient. Donc voilà, le premier moment, vous allez vous dire, ok, bien sûr que ça peut être plus court, mais vous commencez à vous poser des questions, vous renseigner, vous dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire, sous quelle forme, chez qui, comment. Et le moment où vous commencez un autre poste, ça peut prendre à peu près du coup ce temps-là, sachant qu'il y a inclus dans 1 an et demi, 2 ans, entre 6 et 9 mois qui sont purement sur la recherche de poste. C'est-à-dire, ok, j'ai décidé, je pars, je veux faire ça, et du coup de chercher la boîte dans laquelle vous voulez le faire, pour vous donner un peu un timing. Ouais, en fait, moi, le temps partiel a été indispensable en fait à réaliser, à passer à autre chose. Peut-être qu'il y en a qui cherchent du boulot dans la salle, c'est un vrai boulot de chercher un boulot. Enfin,
c'est compliqué quand on a une semaine de 5 jours de 60 heures, puis après qu'on a le week-end, on a envie de se reposer, et de se dire dimanche soir, mais putain, demain, lundi, je recommence, ça me fait chier ce boulot, allez, je regarde sur internet les job boards, mais je m'en sors pas. Enfin, pour moi, ça a été un certain luxe de pouvoir prendre ce 80%, mais voilà, si vous avez des projets, des envies de changer, et que vous avez les capacités de dégager du temps en semaine, un jour ouvré en plus, où vous pouvez aller rencontrer des gens, etc., pour moi, c'est quasiment indispensable. Avant de faire la conclusion et de vous laisser partir, on aura besoin de votre aide une fois qu'on va tous se lever pour remettre les chaises sur les petits racks. Il y en a 2 là-bas et on va sortir les autres parce que comme ça, je n'oublie pas de vous le dire et on ne se retrouve pas dans la mierda avec Anna à la fin. Et donc maintenant pour la conclusion, du coup, il n'y a plus pas de questions, donc on va même finir à l'heure. Trop bien, Anna, tu auras ton train. Et du coup, un grand merci Alexandre. Pour ceux qui du coup ne l'avaient pas lu, l'idée de faire cette soirée ensemble, elle est venue de... J'ai demandé à Alexandre cet été s'il pouvait répondre à certaines questions pour écrire un mot sur son parcours. Parce que du coup, sur le site de Mon Job de Sens, il y a une partie blog et il y a ce jour une dizaine de témoignages de personnes qui du coup ont fait une reconversion professionnelle et pour s'engager dans la transition écologique ou dans une démarche autour de l'humain et du social. Et voilà, donc vous pouvez retrouver les témoignages sur le site. Et du coup, quand Alexandre l'a fait, après, je me suis dit, mais ce serait vraiment hyper intéressant de pouvoir partager parce qu'il y a quand même plusieurs particularités autour de ton parcours qui étaient vraiment chouettes à raconter. Donc c'était l'origine de cette soirée. Et voilà, du coup, merci d'être venu. Merci encore à Anna et aux acteurs du Paris Durable de nous accueillir. Merci à tous d'être venus. Merci à mon mari d'avoir filmé. Et merci à Olivier d'être venu aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir Alexandre, aller voir Olivier, moi. Bonne soirée à tous.